RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec évidemment mon acolyte, le maître Yodu, celui que la France entière nous envie. Salut Johan. Salut Benoît, salut à tous, ça va ? Ça va et toi ? Impeccable. Bon, ça Tranquille. court sous la pluie, je vois ça, tout va bien. Ah, on entre progressivement dans l'hiver, c'est de moins en moins agréable quand même. Exactement, bon après faut rester motivé parce que... Exactement, on a des beaux objectifs qui arrivent, toi le premier, moi un peu de vitesse. Voilà, magnifique. On reste à fond. On reste à bloc. Continuez de nous suivre sur les réseaux, le club RMC Running sur Strava. Vraiment, postez vos sorties, nous ça nous intéresse. Comme ça, tout le monde voit ce que vous faites et c'est passionnant. On remercie tous ceux qui nous suivent sur Instagram. On a dépassé la barre des 25 000 followers sur Instagram. Donc continuez de le faire et abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement. L'épisode d'aujourd'hui va être super, c'est le débrief de la Diagonale des Fous, l'une des plus grandes courses au monde. Un trail mythique avec des perfs stratosphériques. On va recevoir dans un instant la vainqueur Blandine Lirondelle, notre amie. Quelle course elle a réalisée, Johan. On va pouvoir en parler avec elle. Elle a fait la course en tête de bout en bout. Elle va nous raconter tout ça. On félicite également notre ami Baptiste Chassagne, vainqueur chez les hommes. Et puis en deuxième partie, on sera avec Casquette Verte qui a fait top 10 une nouvelle fois. Donc magnifique perf de la part d'Alex qui sera avec nous dans la deuxième partie. Allez, c'est parti pour RMC Running. Et figurez-vous, chers auditeurs, que Blandine Lirondelle est en direct de Cilaos. Elle a prolongé le plaisir à La Réunion. Salut Blandine. Elle est encore là-bas. Salut Yodu, salut Benoît. Effectivement, je vous entendais dire qu'il faisait pas beau, pas beau chez vous, mais là, moi, c'est grand soleil. Quel bonheur, voilà, quel bonheur. Ici. T'avais envie de profiter, de rester quelques jours sur place après l'ultra, c'est important ? Comment ? Excuse-moi, oui. Alors, une fois que tu auras acheté les pâtes et le pesto, non, je te disais. Ça, c'est entendu. Oui, on est en galère pour essayer de trouver un truc à manger pour ce soir. C'est bon, se prendre ça. un petit curry ou un petit rougail saucisse. Et écoute, vous il est trouvez 16h pas à Cilaos et tout est fermé. À Cilaos, il y a ça plus va rien. finir en pâte au pesto. Voilà, écoute, ça va finir en pâte au pesto, ouais. Simple, efficace, quoi. Voilà, ça marche. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que vous êtes tous différents. Certains veulent rentrer une fois que la course est passée, mais toi, La Réunion, c'est cher à ton cœur. T'as voulu rester, prolonger le plaisir quelques jours ? Ouais. Ah oui, même quelques jours plus. Je rentre que le 10 novembre. Moi, d'accord. J'adore La Réunion. Ouais, puis comme j'y ai vécu, je retrouve toutes mes habitudes et je savais que j'avais plein de choses que je voulais faire après la Diag et notamment fêter ça avec tous les amis de l'époque, les anciens co-internes et je savais que le pré-Diag était moins propice pour faire la fête, donc là je vais profiter à ce niveau-là. Ouais. Tu vas te rattraper. J'ai lu un peu partout que tu disais que c'était certainement la plus belle victoire de ta carrière. Est-ce que tu es toujours sur ton petit nuage, Blandine ? Ah ouais, j'ai eu du temps. J'ai mis un peu de temps à réaliser, contrairement à d'autres courses où vraiment j'arrive avec des émotions de dingue. Souvent sur la ligne d'arrivée, là, j'étais tellement vidée émotionnellement que j'ai un peu mis du temps à réaliser. Et c'est vrai que les jours qui ont suivi, j'avoue que j'aime pas trop faire ça, mais là j'ai pas arrêté de scroller sur mon téléphone et pour me rendre compte un petit peu de l'effervescence. Et je suis encore sur mon petit nuage. Ouais. J'espère que ça va durer longtemps. Non, mais t'as bien raison. Performance hallucinante, Johan. Elle fait 8e au scratch. Ouais, 27h, 26 minutes, 9 secondes pour traverser l'île de la Réunion. On en parle souvent tous les ans de cette course, Johan. On parle souvent aussi de l'UTMB. Il y a le côté mythique de l'UTMB, la course très technique. Là, on a toujours l'impression que c'est vraiment l'aventure à la Réunion. C'est ça qui rend cette course fascinante. Ah, c'est ça qui la différencie des autres et encore plus de l'UTMB ou des différentes courses américaines. Ouais, c'est vrai que pour moi, dans mon esprit, ça reste encore cette course 100% aventure où voilà, tu passes 20, là c'est 27 heures pour Blandine dehors. Mine de rien, c'est quand même, même pour les premiers, tu vois, tu t'es quand même un peu plus longtemps dehors que sur l'UTMB. Et après, c'est la technicité du parcours, le patrimoine de la Réunion avec le Piton, avec tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc c'est vrai que c'est mythique et la gagner, ça symbolise quand même cette capacité hors du commun, un peu aventurière dans mon esprit, tu vois.
Ouais, exactement. Et puis Blandine, on le disait, on a commencé à l'aborder, mais c'est particulier pour toi. Tu as vécu à La Réunion. C'est là que ton amour pour le trail s'est déclenché. Toi, tu faisais du sport, du cross-country. D'ailleurs, on t'a souvent reçu pour ça, pour tes perfs aussi l'hiver, comme ça, dans les crosses. Ça nous passionne toujours. Mais La Réunion, c'est très important dans ton cœur. Et triompher là-bas, tu t'en souviendras toute ta vie, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, c'était incroyable, l'effervescence qu'il y a autour de cette course. Et c'est vrai qu'ici, à La Réunion, tout le monde en fait connaît la Diac, tout le monde connaît quelqu'un de proche ou de loin qui fait la Diagonale des Fous. Et c'est vraiment, c'est vraiment chouette de voir que même des personnes qui connaissent pas vraiment le trail, que ce soit en métropole ou même au niveau international, ils sont fans, en tout cas passionnés de cette course qu'est la Diagonale, et ça se ressent vraiment sur les chemins où on a des encouragements qui viennent de toutes les personnes, de tous les âges, de toutes les cultures. Ça a un engouement dingue, et c'est vrai que ça transporte. Cette année, Blandine, avant de rentrer dans ta perf à toi pure et dure, c'est un record de finisher. Comment tu l'expliques, toi, qu'il y ait beaucoup de participants qui soient allés au bout sur cette édition 2025 ? Tu penses que les trailers pro et amateurs viennent beaucoup plus préparés qu'auparavant ? Écoute, tu me l'apprends. 2064 finishers. Il y a 2064 finishers sur 2700 partants. Ouais, effectivement, j'ai vu les statistiques et il n'y avait que 25% de non-finishers. C'est vrai que ça m'a beaucoup surprise. Alors déjà, on a une météo assez clémente. Il n'a pas fait froid la nuit. Moi, c'est vraiment ce dont j'avais peur. Ah ouais. Et effectivement, il a fait chaud dans ma fat, mais c'était pas une édition où on a eu la grosse chaleur. Enfin, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Et puis l'année dernière, ils ont eu apparemment sur la fin de course des élites, des premiers, donc même sur le milieu de course, pour la plupart des gens, ils ont eu un temps catastrophique avec beaucoup de pluie. Et vraiment sur ces terrains-là, on a des roches qui peuvent être très glissantes, beaucoup de boue, etc. Je pense que ça l'a expliqué aussi. On a quand même eu de la chance au niveau météo, donc ça s'explique. Après, préparer, écoute, je suis pas sûre, parce que très honnêtement, à mon avis, ceux qui jouent les devants, ils sont bien préparés, on sait à quoi s'attendre. Et par contre, pour le cœur du peloton, moi je suis toujours surprise. C'est vrai que je l'avais remarqué il y a 10 ans, mais même là encore, tout le monde veut faire la Diag, mais c'est quelque chose où j'ai l'impression, à La Réunion, si t'as pas fait la Diag, tu peux pas dire que t'es réunionnais. T'es pas coureur, ouais. T'es ni réunionnais ni coureur. Mais de là même à ce qu'on banalise cette distance et la difficulté de cette course. Mais vraiment, je vois plein de réunionnais qui ne courent pas, qui s'entraînent pas vraiment, mais qui veulent faire cette course. Donc, et je trouve ça chouette, mais du coup, je suis pas sûre que ce soit forcément parce qu'ils sont plus préparés qu'avant, qu'il y ait moins de finishers. Peut-être les conditions climatiques qui étaient vraiment clémentes cette année. Là où tu as été parfaite et intelligente, c'est que tu t'es fait confiance du début à la fin. Tu l'as dit d'ailleurs, c'est souvent mental sur un ultra, qui plus est à La Réunion, là où les éléments extérieurs peuvent être contre toi. Là, t'es parti en tête, tu t'es fait confiance. Marianne Hogan est revenue un moment sur toi, mais quoi qu'il arrive, t'as jamais eu cette perte de confiance ou perte de lucidité qui t'a inquiété dans ta course, quoi. Non, alors comme pour les courses les dernières courses comme celle de la CCC, vous m'aviez aussi posé cette question, et vraiment cette année j'ai changé de mentalité où je veux vraiment pas me préoccuper de ce qui se passe autour, rester dans ma bulle, focus sur mes sensations, parce qu'une fois que je me concentre et que je joue un peu à la tactique par rapport aux autres coureuses, souvent c'est là où je perds un peu mes moyens, et soit je vais trop vite, soit je baisse un peu les bras parce que c'est pas loin, et je me laisse un peu envahir par les émotions. Donc ouais, j'ai vraiment voulu rester focus et dans mes sensations le plus longtemps possible dans la course. Quand tu constates que t'es la première féminine et que t'es tout de suite en tête, ça te met pas de pression? Tu te dis, je vais assumer la course, et moi de toute façon je trace mon petit bonhomme de chemin, et puis on verra bien ce qui va devenir? Ouais, je voulais vraiment faire fi du classement, et par contre au niveau des sensations j'étais bien. C'est vrai que même sur les premiers kilomètres de plat, sur route, là, quand on traverse sous le front de mer de Saint-Pierre, j'avais bonne allure. Alors j'ai pas regardé les allures, mais
pour un ultra, je trouvais quand même que j'avais une bonne allure et pour autant des bonnes sensations, un ressenti d'effort qui était vraiment très bas, même pas peut-être à 2 sur 10, une fréquence cardiaque qui montait pas beaucoup. Donc je me suis dit bon, ça veut dire que j'en mets pas trop et que les gens me répondent bien. Donc c'est vrai que je me suis dit bon, si ça tient comme ça toute la course, ça peut faire une jolie course. Ouais. Ah, Johan, on peut être qu'impressionné sur la perf réalisée là. Hein. Non, mais ouais, et puis sur la saison, c'est-à-dire que la saison a été bien construite, il n'y a pas eu d'affolement après la CCC, c'était une course aussi pour justement pour la Diag et après, comme elle le dit, c'est être focus sur ses sensations. Je pense que sur toutes les courses, sur marathon, c'est pareil, c'est quand même la base. C'est-à-dire qu'il faut courir pour soi, il faut se connaître, il faut connaître ses vigilances, il faut rester avec sa motivation profonde, cette capacité justement à essayer de, même dans les moments difficiles, de toujours essayer de trouver des leviers pour faire en sorte de ne pas craquer mentalement, parce que sur 27 heures d'effort, il y a cette gestion de la fatigue qui demande quand même à un moment donné à avoir un mental à toute épreuve, et c'est vrai que je pense que ça il faut avoir couru des ultras, il faut se connaître et Blandine pour le coup arrive à pleine maturité, je crois, aujourd'hui en termes de maîtrise par rapport à tout ça, parce que j'imagine qu'il y a quand même eu des moments dans la course où tu te dis ouais c'est dur quoi. Parce que Blandine, tu nous le dis comme ça, sans te mettre en avant, etc. Mais tu finis à 2 heures, par exemple, d'Aurélien Dunampala, qui est un ultra-trailer de très très haut niveau. Ah ouais, top 8. Tu finis à moins de 5 heures de Baptiste Chassagne, et tu mets plus de temps à la deuxième. Ouais, tu mets 5 heures à la deuxième féminine. Donc la perf est stratosphérique, désolé de te le dire, Blandine. Non mais c'est vrai que comme je te dis, j'ai eu du mal à réaliser. Oui, moi pour être tout à fait honnête, quand j'avais fait un peu mon plan de course, notamment ça me sert pour la nutrition et puis pour mes ravitailleurs pour qu'ils aient une idée, je m'étais basée sur 30 heures et je trouvais ça déjà un beau chrono. Donc et vraiment c'est qu'une fois arrivé à l'arrivée et sur le moment où on me met dès l'arrivée on me demande d'aller sur le podium et sur l'estrade pour aller faire dire un petit mot au public, et là je tourne la tête et il y avait encore mon temps affiché, et quand j'ai vu 27h26 en fait j'en revenais pas et j'avais pas vraiment regardé la montre. Au bout d'un moment en fait on fait plus trop attention au chrono, au classement, on veut juste arriver parce qu'effectivement c'est dur. Comme disait Johan, il y a des hauts et des bas. Moi heureusement j'ai pas connu beaucoup de bas ce jour-ci, et c'est ça qui a fait que j'ai fait une course vraiment pleine. Mais il y a eu quand même des moments difficiles et il faut se rappeler de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Il faut essayer de trouver toutes les ressources mentales, et vraiment à la fin moi c'était je me disais que chaque pas n'était qu'une avancée de plus vers l'arrivée, et que si j'allais le plus vite possible, j'arriverais le plus tôt possible aussi. Donc à la fin, même si la coureuse féminine derrière moi était quand même loin, j'ai quand même continué cette petite bataille intérieure pour essayer d'arriver le plus tôt et de profiter au plus tôt avec 5 heures d'avance, tu aurais pu lever le pied après le 150e par exemple. Or ça n'a pas été le cas, tu as voulu faire une course pleine de A à Z quoi. Ouais, parce que vraiment à la fin j'en avais marre. Les cailloux. Je voulais arriver, je voulais profiter. Allez, sortir de ces rochers. Voilà, exactement. Et ouais, donc le ras-le-bol jusqu'à l'arrivée. Raconte-nous cette arrivée au stade de la Redoute. Alors, comment ça se passe? T'as le temps de comprendre et, comme le dit Johan, d'apprécier le fait que tu vas gagner cette course mythique, ce trail mythique. T'arrives sur le stade, et là, l'émotion te submerge, on imagine. Ouais, alors étonnamment, je pense que sur des arrivées d'UTMB, j'avais encore plus d'émotions que ce que j'ai eu là. Ouais. Parce que, alors déjà là, jusqu'à la fin, la dernière descente, elle était... Finalement, il y a eu un changement de parcours par rapport à l'année dernière. C'était la seule portion différente de l'année dernière, et c'était une fin qui était censée être beaucoup plus roulante. Mais en fait, déjà, elle faisait 3 km de plus. On voit le stade de la Redoute, il nous reste encore 4 km, on nous fait remonter, on nous fait du plat, c'est des zigzags, donc on le voit qui est juste devant, et puis on s'en éloigne, on s'en rapproche, on s'en rééloigne. C'est très frustrant, et puis à la fin, c'est assez technique. Je commençais vraiment
vraiment avoir mal aux pieds, etc. Et je peux dire que j'ai commencé à pester et à insulter tous les caillots de cette dernière descente. Donc je suis arrivée déjà devant le stade, j'avais pas forcément un bon mood. Et vidé, comme je disais, vraiment vidé émotionnellement, jusqu'au point où quand je suis arrivée sur la route et qu'il me restait que 500 mètres, je me disais, mais là je vais faire l'arrivée la plus ridicule qui soit d'une victoire d'un ultra, parce que je pensais que j'arriverais même pas à courir, que j'arriverais en machin. T'as mal au quadri. Ah ouais, mal au quadri et vidé énergétiquement aussi. Et je me suis dit, je vais arriver, je vais tomber et voilà. Et puis finalement, on retrouve toujours des ressources quand on sait qu'il n'y a plus que 500 mètres, qu'il faut savourer. Je pensais vraiment qu'il n'y aurait personne sur le stade, parce que souvent l'arrivée des femmes, comme elle est plusieurs heures après l'arrivée des premiers hommes et que c'est en pleine nuit, je peux comprendre que les gens aient envie d'aller se reposer. Et finalement, il y avait un petit peu de monde. Ça vaut pas une arrivée du TMB, mais il y avait quand même une centaine de personnes. T'es un peu l'enfant du pays quand même, et on voulait t'accueillir comme il se doit. C'est ça le truc. Et oui, et effectivement, en plus, c'est vrai que j'avais pas mal d'amis qui étaient restés et ils me disaient qu'ils entendaient autour d'eux, on va rester quand même pour Blandine, on va rester pour Blandine. Donc, c'était pas non plus des personnes qui s'étaient perdues là en sortie de boîte de nuit de Saint-Denis. Ils étaient vraiment venus pour moi. Donc, c'était chouette. Et finalement, je pensais être vidée. J'avais quand même encore des petites larmes à verser. C'était impressionnant. Et ils aiment bien mettre le show. Alors, il y avait la voix de Ludo. Ludo Collet, notre ami, bien sûr. Et puis les confettis, tout, c'était magique. Blandine, il y a Max Abolin, notre producteur, qui me dit oui, on a vu ces larmes à l'arrivée. Bon, après, nous, on te connaît, donc on a souvent vu tes larmes à l'arrivée sur les courses UTMB. C'est un peu ce qui me caractérise. Les larmes, on les connaît de Blandine, mais celle-là, elle devait être particulière. T'as senti le soutien des Réunionnais tout au long de la course? Déjà, ils savent apprécier la performance sportive, et en plus, toi, il y a une histoire particulière, donc t'as été porté par le public tout au long de la course? Ouais, je l'ai ressenti. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'entre le début de la course où ils étaient à fond parce que j'étais première, entre le début de la course et la fin, vraiment la fin, on sentait que pendant la nuit ou pendant ces vingtaines d'heures, on sentait qu'ils ont suivi les médias, la télé, la radio, etc. Et c'était plus allez madame, c'était Blandine. Même quand on passait des villages, les gens sortaient de leur maison. Ah, elle est là, ça y est, Blandine est là. On sentait qu'ils attendaient que j'arrive. Il y avait comme une sorte de connexion, d'intimité. C'était génial, ouais. Ça c'est à faire. Faudra qu'on y aille une fois à la Réunion, Johan, qu'on assiste à tout ça, à tout ce spectacle. Venez. On a pris le TMB, maintenant faut faire. Johan, il va, bien sûr. Faut faire la diag. Non, mais en plus, Johan, si ça peut te donner envie, quand même, les 50 premiers kilomètres, il y a au moins 30 kilomètres de route, donc ils sont pour les 50 premiers. Oui, et après il y a 10 000 mètres à monter. Oui, c'est sûr. Oui, mais c'est qu'anecdotique. Tu feras comme notre pote Alex qu'on va recevoir à Casquette Verte, qui est parti à 3,27 au kilo. Il s'est fait plaisir sur le début. Comme ça, voilà. Ça roule et il peut se faire plaisir. Blandine, autre spécificité de cette année, toi tu connais très bien les sentiers de la Réunion, tu es en direct du Sillaos là au moment où on se parle. C'est le cas aussi pour Baptiste Chassagne qui fait une perf stratosphérique, on l'a dit et on la salue. Vous êtes de Bisu, vous aviez jamais fait la Diagonale des Fous, c'était une première participation. C'est quand même assez rare d'aller dompter la Réunion sur une première participation, même si toi tu connais les sentiers. Tu y allais en plus avec un peu d'humilité au départ, j'imagine. Ouais, mais je pense que ce qui nous caractérise avec Baptiste, c'est qu'on est tous les deux des coureurs de cœur. J'ai envie de dire, quand on va pour un événement, s'il y a quelque chose en plus, on est prêt à y mettre nos tripes et le meilleur de nous-mêmes. Et Baptiste, pareil, c'est quelqu'un qui vit avec les émotions. Et on avait tous les deux. Alors lui, je pense qu'il a eu cette légèreté de partir juste en découvrant, sans vraiment beaucoup de pression. Je pense que ça lui a réussi. Et moi, pareil, j'avais vraiment un but intérieur, une motivation intérieure que je pense que peu d'autres avaient, en tout cas parmi les autres filles qui auraient, concurrentes. Moi je sais pas quelles étaient leurs motivations, mais vraiment moi il y avait quelque chose de très très fort pour cette diagonale. Et même les jours d'avant-course,
je me posais pas vraiment la question. J'ai essayé de me faire un peu de prépa mentale, comme je le fais souvent. Je me fais mon auto préparation mentale, mais j'y arrivais pas parce qu'en fait, je me suis dit, mais là, il y a rien. T'as juste envie, t'es juste prête et tu sais ce qu'il te reste à faire et tu vas le faire et ça va être beau. Et ouais, je me suis jamais sentie autant prête. Déjà, physiquement, j'étais prête, mais alors encore plus mentalement. Ouais. On la sent encore émue du temps. On sent l'émotion dans la voix de Blandine, c'est fou. Non, mais c'est sûr, si quand t'as vécu là-bas, que tu connais cette course, qu'elle est tellement mythique et quelque part, c'est aller au bout de ses limites et surtout gagner la course qui a dû la faire rêver. Donc forcément, c'est sûr que ça touche toujours. Hein. La course dont on t'a parlé quand tu as découvert le trail, c'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, t'es arrivé là-bas, tu t'es mis dans le trail et tout de suite, on t'a parlé de la Diag, j'imagine. Oui, et celle pour laquelle j'ai dit que je ne le ferais jamais quand on m'a dit, quand je me suis mise au trail. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voilà, ici, on banalise vite les distances et en fait, il faut faire la Diag ou rien. Et quand j'ai commencé à courir, ça faisait que quelques mois que je courais, tout le monde m'a dit il faut absolument que tu fasses la Diagonale des Fous. Moi, je leur ai dit mais jamais. Je pense que j'étais la seule un peu lucide en disant que c'était quand même et en toute, c'était tout à fait normal de penser ça, qu'il fallait de l'entraînement pour réussir à boucler ça. Mais quand j'ai dit il y a 10 ans. Quand je disais que je ne ferais pas la Diag, je n'avais pas en tête de la faire une fois, même ne serait-ce qu'une fois dans ma vie. Et après, c'est en ayant continué le trail, en ayant augmenté les distances. Et quand j'ai vu que finalement, j'avais déjà réalisé un premier ultra, là, je me suis dit, la Diagonale des Fous, il faudrait que je la coche, ça c'est sûr, un jour dans ma vie. On est un peu ému pour toi aussi, Blandine, parce qu'on se connaît depuis longtemps et de te voir triompher sur une course aussi mythique, ça nous fait vraiment extrêmement plaisir pour toi. Et ça nous rappelle aussi un épisode qu'on a fait récemment, Johan. On a reçu Camille Bruyas qui avait fait 2e à l'UTMB. Et Camille qui parlait de ses cases cochées et de cette légitimité acquise. Tu vois ce que je veux dire ? Et Blandine, quand on va gagner la Diagonale des Fous, est-ce que c'est un peu ça aussi ? Tu coches une case et tu te sens parfaitement légitime à aller gagner d'autres trails majeurs dans le monde. Et est-ce que ça décuple comme ça ton envie d'aller chercher de grandes victoires ailleurs ? C'est vrai que ça met vraiment dans un climat de confiance. Au moins on se dit je l'ai fait parce que là au-delà de la gagner, c'est vrai que le chrono est bien, donc je me dis je sais que j'ai ça, que j'ai ça dans les jambes. Après une course et surtout un ultra, il y a tellement d'autres choses. Va falloir que je retrouve une course où j'ai autant de motivation, mais c'est vrai que ça met en confiance. On se dit physiquement on est capable. Après c'est mentalement, est-ce qu'on arrivera à redonner le meilleur de nous-mêmes autant sur d'autres courses, ça c'est encore une autre histoire. Mais effectivement, j'avais pas envie de me fixer d'autres objectifs après la Diagonale des Fous. Mais là, forcément, à quelques jours, c'est tellement intense qu'on a vécu qu'on réfléchit à l'après. C'est bon. Ça c'est sûr, je peux pas le cacher. Mais oui, en tout cas, ça met en confiance, ça c'est sûr. Oui, non, mais évidemment. Puis ça prouve que tu as toute ta place parmi les meilleurs mondiales. C'est surtout ça, l'histoire. Johan. Voilà, après, le niveau il augmente et je trouve vraiment que le niveau féminin ne fait qu'augmenter. Oula, oui, exactement. Ça, c'est vrai. En fait, je pense qu'on a juste un retard par rapport aux hommes parce que le niveau masculin est monstrueux aussi. Et je dis pas qu'un jour les femmes vont gagner devant les hommes, mais je pense qu'il y a eu une petite latence chez les femmes et là on est vraiment dans. Oui, bien sûr, on n'est pas si loin. Hein. Là, on est vraiment dans le cœur où les femmes commencent vraiment il y a de plus en plus de densité, le niveau ne cesse que d'augmenter et des concurrentes au niveau international, il y en a beaucoup et je pense que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui paraissent intouchables, mais après c'est aussi la beauté du sport et comme on dit sur un ultra, tu vois, une Courtney Dauwalter qu'on aurait pu penser intouchable, et on a tous des bas, donc ça peut surtout sur ultra. Ouais, et voilà, surtout sur ultra où tout peut arriver. Donc c'est ça qui est chouette aussi dans cette discipline. Blandine, qu'est-ce qui te rend le plus fier ? C'est le chrono magnifique d'un peu plus de 27 heures ou c'est le top 8 au scratch, hommes et femmes confondus ? En fait, j'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. C'est vraiment la victoire, tout simplement. Ce qui me rend vraiment le plus fier, c'est d'avoir fait la course
dont je rêvais, c'est-à-dire celle où j'ai vraiment sorti le meilleur de moi-même avec beaucoup de plaisir, de spontanéité. J'ai vraiment été moi-même, épanouie sur cette course. Et effectivement, le résultat, après, il y a un beau résultat avec en plus le fait que sur toute la course, j'ai vraiment pris du plaisir. J'aurais pu aussi souffrir, pas aimer la course. Tu l'as pas mal vécu. Bon résultat. Ouais. Non, donc c'est surtout vraiment ça avant dont je suis fière d'avoir d'être restée moi-même et d'avoir fait ce résultat. C'est surtout ça que je retiens. Mais tu sais, Blandine, qu'on te le dise nous, c'est quelque chose, parce que nous on est des passionnés, etc. Mais que Casquette Verte te le dise, parce que lui il se rend compte, il a fait top 10 aussi, c'est autre chose. Donc il est avec nous, Alex. Salut Alex. Hello, on a un peu couru ensemble. Ah ouais. Ouais, comme à la Redoute, désolé, j'arrive avec 2 heures de retard. C'est bon ça. Non mais Alex, toi tu peux bien nous expliquer la perf stratosphérique qu'elle a sortie, Blandine, quand même, c'est hallucinant. Attendez, je l'ai vu, non mais il y a des moments, c'était très drôle, parce que Blandine, il y a des moments où vous courez avec elle vous dit ouais, c'est un moment que j'aime pas trop et tout. C'était un moment un peu technique, on montait sur le côté au Kervegen. Et tu baisses les yeux, tu regardes tes pieds vraiment 30 secondes, tu les relèves, elle est plus là. Elle t'a mis 300 mètres parce que c'était compliqué pour elle. Non mais tu sais, en fait, Blandine, c'est agréable parce qu'elle court avec comme elle disait, tu disais que tu cours avec le cœur, mais je trouve que tu cours avec le sourire. Et ça, c'est tellement bien. Et tu sais, le sourire où tu l'entends, elle fredonne du Céline Dion. Ou. Ça, c'est rare. Ah ouais, non mais ça fait du bien. Et effectivement, je t'entendais tout à l'heure dire j'étais bien, bonne sensation, je suis resté focus sur moi-même, je regardais pas trop ce qui se passe autour. Clairement quoi, tu sentais que moi j'ai tenté de la déconcentrer en la faisant rire sur 2-3 trucs, et elle se déconcentre très légèrement par politesse, mais elle reste focus, et c'est là où tu vois que c'est une grande sportive en fait, au sens sportif du terme, et respect pour ça quoi. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu une femme dans le top 10, et la dernière c'était Courtenay, tu vois, Blandine, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça prouve que t'es à ce niveau-là et que tu peux aller chercher de grandes choses dans la suite de ta carrière, quoi. Oui, voilà, fait 5e, combien elle avait fait? Elle avait fait top 5. Elle fait 5, 4 ou 5 au scratch. Top 5. Ouais, après, je pense qu'on peut pas 4e, vraiment... elle avait fait il y a 3 ans. Ouais, voilà. Ouais. 4e. Après, le parcours était totalement différent. Je pense que j'étais pas... 4e, ça aurait voulu dire la performance de Ludo, non? Ludo, il a fait 4e, c'est Ludo? Ouais, c'est ça. 25-30. Je suis quand même loin. Mais... Hein? mais t'as le temps. Oui. T'as le temps, tu sais, il y a encore 2026, 2027, 2028, 2029. Ça va arriver. J'ai du mal à croire que tu vas te satisfaire de ça. Ouais, ma 28e diagonale des fous, je ferai 4e. Voilà. Je l'annonce ici. Alors, voilà. Non, moi ce qui m'intéresse, parce que je suis désolé, mais je suis obligé de la poser, parce que c'est une question un peu perso. T'étais avec nous, souviens-toi, dans l'épisode des mamans championnes. T'étais avec nous, avec Florian Hott, avec Anaïs Kemener. Donc on parlait de l'arrivée d'un bébé. Toi tu es gynéco à côté de ça, c'est un métier qui te remplit de joie et tu prends ça très à cœur, etc. Et moi j'ai une bonne mémoire, méfie-toi Blandine. on avait parlé de tes désirs d'enfant aussi à venir. Ouais. Donc tout ça c'est des projets qui sont dans ta tête. Est-ce que tout est mêlé? Est-ce que tu as avancé? T'en es où dans ces projets perso? Si, j'ai toujours ce projet-là, et c'est vrai qu'on est tiraillés parce que tu vois, pour être tout à fait transparente, ça fait 2 ans que j'ai ce projet de 2 ans que j'ai j'ai fait mon planning, mon plan d'athlète sur 3 ans avec la diagonale des fous en point d'orgue. Ça c'est coché alors. Oui. Voilà, en disant voilà, comme ça je terminerai sur une bonne note, et je veux pas entre guillemets subir ma fin de carrière, je veux faire quelque chose de beau pour finir. Et sauf que là en fait on arrive à ce moment-là où on se dit mais en fait justement je suis à mon plus haut niveau peut-être, c'est seulement mon 3e ultra et j'ai encore plein d'autres choses que j'ai envie de voir. Et est-ce que c'est le moment d'aller gagner l'UTMB? Je sais pas, mais je suis tiraillée entre et puis c'est incroyable ce que je vis. Je suis tiraillée entre ça et aussi je vais bientôt avoir 35 ans, je vais me faire aussi rattraper par le temps. C'est vrai que là je suis dans un dilemme, je suis vraiment, vous me parlez de ça fait quelques jours où je suis vraiment dans un dilemme, qu'est-ce que je fais pour la suite. De toute façon j'ai encore un petit peu de temps pour réfléchir, mais là c'est sûr que après je peux essayer de tenter les deux, et puis si ça vient tant mieux, si le projet bébé se met en route tant mieux, et puis sinon continue, je peux essayer de tenter les deux en même temps, je sais pas vraiment.
vraiment, je suis tiraillée entre les deux, mais oui, moi c'est sûr que il y a des athlètes qui sont persuadés et qui disent moi je voudrais pas d'enfant, je l'entends tout à fait. Moi je suis pas ce genre d'athlète, je me verrais mal aussi, pas construire une vie de famille à côté. D'ailleurs c'est drôle parce que ça se voit que c'est la première question je crois que je t'ai posée Alex quand on s'est croisés, c'est comment va ton enfant et puis ton bébé, etc. Et donc souvent quand je vois des gens, c'est quand je parle à Yannick Noël, je lui dis que mon coup de cœur ça a été son fils. Enfin, c'est vrai que je trouve ça chouette aussi de partager ça avec son enfant, donc je suis un peu tiraillée en ce moment, mais écoute, c'est une belle réflexion en tout cas. Bon, écoute, merci pour ta franchise, merci pour ta disponibilité. Bah oui, de toute façon, tu as le temps de, à mon avis, redescendre un peu de ta victoire et puis après, tu auras le temps de te poser et de planifier tout ça, d'organiser ta vie comme tu le veux, en tout cas, Blandine. Merci beaucoup de t'être rendu disponible. Profite bien de la réunion. Bonne pâte au pesto ce soir. Et puis, on se reparle bientôt. Avant le petit piton des neiges, Exactement. Et puis, ciao à tous et puis à bientôt. Et bonne récup à Alex. Ouais, merci. Bon, c'est déjà fait. Ouais, ça y est, il est reparti là-haut. Tu rigoles. Surtout que lui, il repart pour un. Coulamanaine. Bien sûr. Oui, on le connaît celui-là. Oh là là. Oui. T'inquiète pas, on va s'occuper de l'animal dans un instant. Merci Blandine. Allez, ciao, salut. Salut, bye bye. Alex, merci d'être là, toi aussi, de te rendre disponible. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Et félicitations. 2e top 10 d'affilée. Alors là, impressionnant, chapeau. Bravo. J'ouvre ton Strava, je vois des PR partout sur le parcours, donc bravo. Malgré une cheville douloureuse, t'as été bon. Bravo, mon champion. Ouais, cheville, putain, 2 jours avant elle tourne. Ça, franchement, mais je le sais, je le sais. Il faut pas courir à la Réunion quand on va là-bas. Faut courir que le jour de la course. Parce que les jours d'avant, c'est infernal. Non, mais tu prends le moindre sentier, tu laisses Strava te tracer un truc. Tu prends le moindre sentier, tu pars dans un truc, c'est ultra technique. Et à force de regarder les notifications d'Instagram et boum, tu regardes pas ton pied, une racine et ça part. Il faut se couper des réseaux là, mais bien sûr, pendant 3 jours. Mais c'est là où je suis pas professionnel. Tu vois. Je suis pas professionnel dans mon approche du truc. Mais non, mais écoute, trop bien. Moi, j'ai surkiffé. Dans les souvenirs de ta carrière à toi aussi, elle est où cette diag alors ? Je pense que tu vois c'est dur parce que la première elle est incroyable, celle où je me casse la gueule et je termine quand même elle est incroyable, le premier top 10 je pense que c'est le plus grand souvenir, celle-là en fait à chaque fois j'ai des nouveaux apprentissages, celle-là ce que j'aime bien et ce que j'aime particulièrement bien tu vois c'est que c'est la première où tu vois Blandine juste avant elle disait putain je rêve que ça se termine à la fin, moi sincèrement sur les 10 derniers kilomètres t'en voulais plus. Ah mais tu me disais je t'en remets une deuxième, j'aurais fait vas-y let's go. Non mais réellement et ça c'est un truc où tu vois c'est les courses, les ultras surtout où on est quand même vraiment on va loin dans la souffrance et tu pourrais te dire mais pourvu que ça s'arrête, j'en peux plus, juste j'ai envie que cette souffrance s'arrête, ce qui arrive régulièrement, faut pas se le cacher. Et parfois ça t'aide même à terminer plus vite. Là pas du tout quoi. Pas du tout. Là j'étais vraiment dans un délire de me dire mais je profite de ce moment, c'est trop cool, mes jambes j'ai pas mal, j'ai juste ma cheville là, qui couine, mais je la contrôle depuis le départ. Elle me fait mal un pas sur 2, donc il y a une foulée où je kiffe, une foulée où ça fait mal. Mais ce que je me suis appris, il y a eu sur les 28 heures que je mets. Il y a eu grosso modo, je pense 18 heures où j'ai des problèmes de vente digestif. Oui, t'as eu des problèmes digestifs, ouais. Infernal. Après, je le sais à la Réunion, mais c'était infernal. Et malgré ça, tu vois, malgré cette galère qui peut te rendre l'exercice vraiment pas agréable du tout, malgré la cheville qui, à chaque un pas sur 2, ça faisait ultra mal. J'ai kiffé toute ma diagonale. Et genre, c'est mon apprentissage de cette fois-ci, c'est que malgré des énormes galères, j'arrive maintenant à utiliser ça comme ça fait aussi partie du jeu. Et il faut avancer avec ça et c'est plus un facteur à contrôler, un facteur à gérer que quelque chose qui est plus qu'une épine d'un pied qui m'énerve quoi. Donc c'est l'apprentissage de l'année, c'était ça quoi, c'était réussir à prendre du plaisir dans l'ultra galère quoi. Et voilà, et c'est aussi de la force mentale Johan, parce que la façon dont tu abordes une épreuve quand tu as quelques péripéties à gérer, ça fait toute la différence. L'acceptation de ces bobos, tu vois, t'en as qui avec une douleur à la cheville à chaque impact, et j'imagine même pas à chaque descente la douleur que tu peux ressentir si t'as une tension à la cheville, effectivement ça peut vite tourner à la catastrophe et te prendre la tête. Et donc l'acceptation comme il le fait, mais après on le connaît, il se met tellement dans des états que le commun des lambda ou nous coureurs on
potentiellement on s'arrêterait ou du moins on vivrait le moment avec un certain, tu vois, on se disait ah voilà, c'est pas de chance, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la cheville. Bah lui, de ces problématiques là, voilà, il a une capacité à l'accepter et à terminer, à en faire une histoire aussi et à terminer comme ça 10e de la course. C'est non, c'est fort, hein, c'est quelque part, c'est sa mentalité aussi qui fait que pour lui, ça n'est pas problématique d'avoir une cheville en vrac et un bide et le bide qui est tortueux, quoi. Elle est aussi particulière parce que tu y allais en famille avec ta compagne qui était là, qui l'a disputé aussi, et ça, c'est une nouvelle étape aussi dans ta vie de trailer quand même, Alex. Ben, on l'avait déjà fait ensemble, c'est marrant parce qu'elle est en face de moi, donc elle va très. Tu la salues elle va écouter, je la salue, elle va écouter, tu sais, genre avec les gros yeux, tout ce que je vais dire. Non, mais tu vois, c'est peut-être pas la première fois qu'on prenait le départ ensemble, elle en est à sa 3e, donc on l'avait pris 3 fois le départ ensemble, mais c'est la première fois où on arrive aussi proche. Et ça, c'est un plaisir. Et c'est un plaisir de pouvoir se dire waouh, attends, il y a un an, je vais faire le Mac Alpha. On a sorti un enfant. Non, moi j'ai rien fait. Elle a sorti mon enfant qui est magnifique, qui est trop bien, etc. Et un an plus tard, elle arrive à s'accrocher à une 14e place à la Diag. Elle sort un super résultat. Et donc, en fait, tu sais tous les mois derrière qu'il y a eu de reconstruction, réathlétisation, toute la logistique de couple qu'il faut mettre au quotidien pour que les deux puissent arriver à une diagonale dans l'état le plus optimum possible en habitant à Paris, en ayant tous les deux des boulots, en restant amateurs dans ce sport. C'est tellement un plaisir quand ça se réalise des deux côtés à la fin, moi top 10, elle top 14. Toi, c'est un couple goal, quoi. Tu te dis, bon, bah, c'est quoi la prochaine fois? C'est on le fait à 3 avec le petit, quoi. Et pourquoi on t'appelle? C'est elle la vedette, c'est Charlotte, en fait, qu'on a voilà. Exactement. On se pose des questions comme ça, mais c'est fou. Non, mais tu la félicites, c'est vrai que c'est énorme de faire. Tu te rends compte, 14e position après avoir donné naissance à un enfant. Raconte-nous ton kiff du départ. Tu t'es fait plaisir, t'es parti à bloc, tu t'es dit. 3,20 le premier kilo. La Diag est pour moi sur les premiers kilomètres, quoi. Je m'en occupe. Écoute, ça, c'était prévu? Alors, cette fois-ci, c'était pas prévu. La dernière fois, je m'étais dit, bon, ok, tu vas le prendre, tu vas faire un petit coup d'éclat, tu vas partir tout seul, etc. Et ben là, promis, cette fois-ci, c'était pas du tout prévu. En fait, il s'est trouvé que ils ont changé la bande son juste avant le départ et ils ont mis. Avant, c'était un peu chiant, c'était des rythmes, c'était un peu casse-couille, quoi. Enfin, on se faisait chier, quoi, sur la ligne de départ. Et là, cette année, ils t'ont mis de la grosse techno. Ça m'a enjaillé dans tous les sens, et donc on démarre, je me retrouve première ligne et il y a personne qui s'est dit j'accélère. Et là, moi j'ai déjà vécu ce kiff et je sais à quel point c'est un kiff d'être leader de la Diag pendant quelques kilomètres, et surtout au départ avec ces milliers de supporters qui sont là pour autant profiter que toi, quoi. Ils sont contents qu'il y ait quelqu'un qui fasse le spectacle, mais ils te le rendent, quoi. Et c'est tellement bon quand t'arrives, tu dois pousser les motos. Excusez-moi, la gendarme, là, vous avez, bon, c'est pas assez vite. Ça, allez, là, il y a une course. Il y a des gens qui travaillent. Hein. Ce petit coup sur le carter de la moto pour dire avance, c'est franchement, c'est un plaisir. Mais donc je me suis fait kiffer, mais c'était pas du tout prévu, quoi. Johan, c'est conseillé quand on a une cheville en vrac de partir à bloc sur un ultra? Bah oui, c'est de la route. Le départ est roulant, donc là c'est pas gênant tant que tu restes dans l'axe. Il n'y a aucun risque. C'est exactement ça. Il n'y avait aucun risque, ça passait tout droit. Et je connaissais les 3 rebords de rond-point où il fallait faire gaffe. Et au final, je vois, moi, ça fait 3-4 mois que je me réathlétise aussi vraiment. Ouais. Et je savais que ça allait passer sans trop me taper dedans et que j'allais pas le regretter plus tard, quoi. Tu étais allé avec des ambitions, tu voulais refaire top 10 intérieurement, ou tu te fixais un objectif de chrono? Comment tu l'as abordé, cette Diag? Je m'étais dit, en fait, ça va être avec la TDS où ça s'était pas très bien passé à cause de l'asthme. Ouais. J'avais quand même pu voir que j'avais les jambes, donc je savais que sur le principe, sur le papier, si je merdouille pas trop, que je le fais en gestion, un top 30, top 20, il est atteignable selon comment ça bâche devant. Et là, en fait, plus ça avançait, plus là où je me trouvais au départ de la course dramatique en descente, au bout de 4 ou 5 heures, j'avais compris un peu comment ça marchait. Et donc, je voyais qu'au niveau des places, on était autour de la 15e place sans trop de problèmes. Là où je regrette un peu, c'est que je me suis un peu trop chauffé après Sillaos, après le 75e kilomètre. Dans le taille beat, je double 2-3 personnes pendant le ravito et je sais qu'en repartant, je dois être autour de la 14e et je me dis, allez, vas-y, tu mets un gros coup maintenant parce que là, tu es en forme et tu vas rentrer dans le top 10 et après, si tu es dans le top 10, tu pourras même aller chercher mieux, quoi. Et j'ai un peu payé cette accélération dans le taille beat après, plus tard, au début de ma FAT, où tout est parti en vrille parce que
coup de fatigue, parce que je me suis fait la cheville, parce que le bide est parti complètement en vrac. Ouais. Donc je regrette d'avoir été pris par le vice de la course à ce moment-là et de ne pas avoir été plus gestionnaire. Mais après, voilà, j'ai laissé passer la tempête sur moi. Je me suis fait écraser par la difficulté de la course et de ma fat et de l'ultra. Et à mi-descente de ma fat, je sais que je dois être 18e, un truc comme ça, j'avais pas mal reculé. Et là, je me suis dit, ok, bon, c'est bon, tu la connais par cœur à la fin de course, maintenant tu accélères jusqu'à la fin. Et toi, au point où je voyais les places que je doublais et je reprenais ce vice sportif et de compétition que je me connais avoir. Et à chaque fois, voilà, allez, tu la vois, la petite frontale au loin, allez, tu vas aller la chercher. Tu tapes la discute, est-ce que ça va en passant? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non, oui, bon, moi je me cache, j'accélère. Crac. Et t'en passes un plus un, et je me suis vu, quand je reprends Guillaume dans la dernière montée au Colorado, je sais que je suis dans le top 10. Et à partir de là, je me suis répété peut-être 150 fois, va le chercher, va la chercher, va la chercher, va la chercher. Sous-entendu, va la chercher cette place, ce deuxième top 10. Et c'est marrant de voir à quel point on peut se faire avoir par ce truc de la compétition. Ouais, mais c'est génial, quoi. C'est ce que j'allais te dire. C'est pas comme quand on est au milieu d'un peloton sur une course de masse et qu'on double le numéro 34 800, le numéro 27 512 et le numéro 14 780. Toi, tu doubles quand même des costauds dans la discipline. Tu vas pour un top 10 à la Diag. Donc, il y a cet esprit, on peut le comprendre aussi, Johan, de rattraper comme ça des mecs et des filles qui sont déjà très forts. Des mecs que tu respectes. Bah voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis après, effectivement, quand c'est une performance qu'il a déjà goûté, et quand tu as goûté comme ça un top 10, tu as quand même après, on en avait déjà parlé, mais cette espèce de légitimité à te dire, voilà, j'ai déjà fait un top 10 à la Diag, là, maintenant ça en fait 2, et potentiellement, tu sais, tu veux toujours, c'est dans la nature humaine, même si des fois on n'a pas envie, on participe à une course où on se dit, vas-y, je vois ce qui se passe, je pars cool, et puis j'accélère, on verra bien ce qui se passe. À un moment donné, tu te laisses prendre au jeu, et effectivement, quand t'es 13, tu veux être 12, quand t'es 12, tu veux être 11, quand t'es 10, tu veux être 10, et puis et c'est le jeu, et c'est la nature humaine, ouais. Ah mais c'est drôle, parce qu'il y a plein de moments où je me disais top 13 c'est bien et tout, garde cette place, et après je me disais attends, top 12 c'est peut-être mieux quand même, tu sais, genre il y avait toujours 30 ou 40 secondes comme ça, et j'allais chercher, et c'est aussi, tu vois que t'es observé autrement quand tu l'as déjà fait, parce que j'ai le souvenir à Grande Chaloupe, j'arrive, et il y a 10 et 11, moi je suis 12e, au moment où j'arrive ils repartent, et je vois dans le regard d'un des deux que tu sais, il se dit oh non, pas lui, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Et ça c'est un plaisir, toi, de ressentir le oh non, pas lui. Bien sûr. Vas-y, oh non, pas lui. Merci. Et ça c'est drôle. En course, tu penses à Charlotte beaucoup ou tu es concentré sur ta perf? Comment ça se passe? Attends, elle va me regarder mal, mais je pense très souvent à Charlotte et à mon fils. Là, le défaut, c'est que le premier moment où j'ai pensé un peu trop à eux, je me suis fait ma cheville parce que je me suis évadé trop. J'ai arrêté de penser. J'étais en train de penser à des bons moments, à plein de trucs. Je me suis un peu trop évadé, boum, cheville. Donc la douleur très rapidement te réapprend que tu restes dans ta course et ta bulle, quoi. Faut rester focus, et moi j'ai trop tendance à m'évader déjà pour faire marrer les gens, pour faire un peu le spectacle, etc. donc non, là il n'y a pas le choix, hein, sincèrement. Faut tellement être attentif, parce que tu peux te pourrir une course quand je suis tombé il y a 3-4 ans, j'ai voulu gagner 10 secondes, j'ai perdu 10 heures. Et ça, c'était l'apprentissage il y a 3-4 ans. Donc là j'essaye d'être un peu plus sérieux, malgré que... on a dit, on disait pas. Mais toi, quand tu doubles une Blandine au loin, oui, forcément, je suis arrivé en hurlant du Céline Dion, parce que voilà. Ouais. Parce qu'on passe tellement de temps ensemble tous dans les galères, parce qu'on se connaît, on se respecte, on a envie quand même aussi de s'amuser ensemble, malgré qu'on soit sur une compète, qu'on soit devant. L'année, elle est chargée, Alex. Il y a eu la sortie du bouquin qui est un vrai carton, d'ailleurs, donc félicitations, parce que nous, on t'avait reçu juste avant la sortie. Il a fallu aller l'amener. Non, mais il a fallu l'amener à ta mère de l'imprimerie jusqu'à ta maman. Non, mais il y a un vrai boom, et puis même en termes de notoriété, j'imagine, tu as encore passé un cap. Tu le ressens, ça aussi? Ça change quelque chose dans ta pratique? Est-ce que y a un impact de ça, justement, de notoriété sur qui tu es, sur la façon de t'entraîner?
Il n'y a aucun impact. En vrai, il n'y a aucun impact sur ma façon de voir le truc. Les seuls impacts, c'est potentiellement, ça m'ouvre plus de portes si je veux faire des projets plus loufoques. Je suis en train de bosser sur des projets soit de off, soit de trucs un peu comme l'UTMM à créer l'année prochaine. Ouais. Et ça m'ouvre des portes que jamais j'aurais pu avoir autrement. Enfin, je sais pas, je me suis retrouvé sur LCP, la chaîne parlementaire. Magnifique. Pour parler avec je sais plus, le président du groupe de socialistes au Sénat. Et à la fin de la conversation, il en était à me dire ouais, bah, si vous voulez organiser un ultra au Sénat, pas de problème. J'ai fait mais à quel moment, tu vois, un ultra au Sénat. Ouais, ils n'ont pas autre chose à faire. Eux. Ah ouais, déjà, grave. J'ai pas osé lui dire. Ouais. Mais voilà, ces trucs-là, c'est ça, c'est trop bien, ça m'offre ça. Et effectivement, tu le ressens, là, je sais pas, ça fait 3 jours que je suis rentré et que je cours à Paris. Et tous les gens qui déjà avant me saluaient, me faisaient un petit coucou de la main, etc. Ouais. Et là, t'as les mecs qui te klaxonnent en bagnole ou en scooter ou en vélo qui t'arrivent dessus pour te féliciter pour la direct. Ouais, c'est amusant quand même, c'est très amusant de se dire ça. Et de se dire aussi que pour eux, ça doit leur faire bizarre de se dire putain, il y a un mec qui fait top 10 à la Diag, il est en train de courir là entre place de Clichy et Blanche. Mais qu'est-ce que. Donc ça fait plaisir d'être dans l'improbable aussi, tu vois, dans ce truc-là. C'est vrai que place de Clichy, pour travailler le dénivelé, faut aller un peu ailleurs, quoi. C'est pas ma de Montmartre après. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça marche, tu vois. Regarde, écoute, là, j'ai quasiment tout fait cette année. Je voulais changer d'endroit plutôt que d'aller à Gravel dans mon bois de Vincennes. Je suis allé à Montreuil, au parc des Guilans. C'est toi, aussi pourri que Gravel, hein. Il y a une côte qui fait 34 mètres et juste ça fait 4 mois que je fais je crois que j'ai fait local légende là-bas quoi. Ah mais je suis intouchable. Il est intouchable. Mais le truc je pense que j'ai dû faire 80 ou 90 000 mètres de dénivelé dans ce parc là sur les derniers mois. Et finalement c'est possible aussi quoi. Et donc c'est toujours ce truc là de se dire écoutez, si c'est possible pour moi, j'ai rien de particulier, vous pouvez le faire aussi quoi. Donc et maintenant je le vois hein, parce que à Montreuil ça a multiplié x10 le nombre de coureurs qu'il y a. Mais c'est ce truc là où je suis peut-être content de casser les barrières mentales des gens qui pouvaient pas, qui se disaient c'est impossible pour nous en tant que citadins. Maintenant ils se disent si lui il l'a fait, pourquoi pas moi quoi. C'est quoi la suite alors? Koulamanen, tu vas avec des ambitions, tu vas le courir à fond, t'es là la cheville elle est quand même bien. T'as mal ouais. La cheville elle a du mal, j'ai du mal à récupérer, elle me fait douiller là, c'est un peu relou. 160 bornes quoi. Ouais, c'est ça. 170, 75 ils en ont rajouté 10-15 cadeau. Et en plus sans ravito, donc à un moment on a 38 bornes sans ravito, je pense que ça va être bien sympathique ça. En vrai, dans ma tête, vu le départ à la Diag, je me suis dit, c'est roulant, moi je vais partir pleine balle, je vais tenter le top 3, essayer de me qualifier pour l'UTMB. Si ma cheville, d'ici une semaine, elle se repose un peu, je vais pas me cacher à dire que j'ai pas envie de le faire, donc je tenterai de le faire. Si la cheville est plus compliquée, ça ira juste faire un fini, j'irai chercher ma 4e bague en attendant la 5e, qui est une bague de diamant, la 5e. Ah la classe! Ah ouais! Attends, j'ai eu la bague dorée, la bague d'or, la Golden Ring l'année dernière. La 4e, elle sert à rien à part aller chercher la 5e après quoi. Magnifique, voilà, au moins on sait que t'es inscrit pour les 2 prochaines années quoi. C'est exactement ça. Bon, Alex, merci d'être venu dans RMC Running. Tu embrasses Charlotte. Merci pour l'accueil, c'est un grand plaisir. J'embrasse Charlotte. Et on te dit à bientôt, de toute façon. Merci à tous les deux. Content de te recevoir. Et justement, on a un bon plan d'Ossard pour terminer. RMC. Le bon plan d'Ossard. Accueillons Hervé justement qui organise cette course si particulière, très engagée et très importante, le Urgent Run Paris. Hervé qui est avec nous. Salut Hervé. Oui, salut à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Le hashtag Courez pour le trône, ça peut faire sourire au départ, parce que c'est une course effectivement pour une cause qui concerne les sanitaires dans le monde. On peut se dire, c'est assez marrant, courir pour le trône, etc. Mais ça répond, Hervé, à une vraie problématique dans le monde, un vrai problème de santé mondiale qu'il faut régler et pour lequel vous vous engagez avec des actions concrètes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Exactement, c'est-à-dire la course maintenant va avoir 10 ans. Et il y a 10 ans quand on l'a créée, quand je disais aux amis ou à d'autres j'ai créé une course pour des toilettes, tout le monde rigolait. Puis en fait, quand je commençais à expliquer un peu la cause, les gens rigolaient plus du tout parce que les chiffres sont quand même accablants. Il y a 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux toilettes dans le monde. Il y a 800 enfants de moins de 8 ans qui meurent de maladies diarrhéiques liées à l'infection des os par jour, qui meurent par jour, je dis bien, 800 enfants qui meurent par jour. C'est un des plus grands fléaux de mortalité au monde. Ça a été le premier sujet pris par Bill Gates dans sa fondation avec la polio.
Les femmes sont les plus victimes de l'absence de toilettes parce que dans certains pays, elles se déshydratent pour pas aller aux toilettes la nuit. Exactement. Pour pas sortir et se faire agresser soit par les hommes, soit par les animaux. Enfin voilà, c'est un vrai fléau mondial. Il nous touche pas beaucoup, nous, parce que les toilettes, même si parfois on a du mal à en trouver à droite à gauche en Égypte, mais on a toujours un café ou un truc, voilà. Là-bas, il y en a pas, et donc nous, ça nous touche moins. Mais là-bas, c'est grave, quoi. C'est vraiment grave. Et les gens qui vivent dans ces pays-là, effectivement, connaissent très très bien la problématique. Donc maintenant, je me rends compte qu'au bout de 10 ans de course, quand on commence à en parler aux gens, ils sont sensibilisés. Ils disent « Ah oui, je sais, oui, effectivement, c'est un gros problème, etc. » Alors que, je vous dis, il y a 10 ans, on rigolait, quoi. Maintenant, ils rigolent plus du tout. C'est pas du tout un sujet drôle. Exactement, je parlais d'actions concrètes. Vous êtes investi dans des programmes de construction de sanitaires en Indonésie, à Madagascar, en Côte d'Ivoire. C'est la beauté de la chose. Au Bénin, au Sénégal, voilà, il y a un vrai engagement de votre part, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une course pour faire une course supplémentaire à Paris, un 10 km. Non, on s'engage pour une belle cause. Et quand on va courir, on peut l'avoir à l'esprit en se disant que quelque part, on participe à une bonne action, quoi. Voilà, alors déjà, on s'engage de deux façons. La première, c'est que, contrairement à beaucoup de courses, nous, on verse 80% du montant des inscriptions, donc ce qui est énorme. 80% du montant des inscriptions à des œuvres ou des ONG pour la construction de toilettes. Ensuite, on suit de très près, moi je suis de très près à qui je donne cet argent, à quelle association, pour pas que ça parte n'importe où, et la cible est vraiment la construction de blocs toilettes. La construction l'installation de toilettes, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est pas comme un puits à eau. Vous mettez un puits à eau, on met un seau d'eau, on récupère de l'eau, ça va. Ouais. Vous construisez les toilettes, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un suivi derrière. S'il n'y a pas de suivi, au bout de 3 mois, c'est foutu. Plus personne n'y va, donc il faut qu'il y ait d'éducation auprès des enfants. On va expliquer, ou même des adultes, pourquoi il faut aller aux toilettes là et pas dans la nature. Ouais. Et 2, il faut qu'il y ait un suivi. Donc on s'est quand même assez attaché à construire des blocs toilettes dans des écoles. Parce que dans des écoles, d'abord, il y a l'éducation des enfants, puisqu'ils sont là, et ensuite, il y a un directeur, généralement, de l'école. Donc, il s'engage, effectivement, le directeur, à suivre la propreté et le suivi des toilettes, afin d'éviter que, au bout de 3 mois, plus personne n'y aille. Ouais. Donc, c'est pas simple. Maintenant, vous mettez des toilettes sur une place d'un marché, je ne sais pas dans quel pays, il y a de grandes chances, si la mairie s'investit pas et tout, qu'au bout de 3 mois, les gens n'y aient plus. Et on sait tous très bien que il n'y a rien de pire que des toilettes sales, on n'y va pas, on préfère les dehors. Donc il faut que ce soit entretenu, il faut que il y ait de l'eau, etc. Donc c'est assez difficile. Donc depuis, effectivement, moi j'ai des ONG qu'on suit depuis longtemps. Il y a World Vision, ex-Vision du Monde, qui retape régulièrement des villages et tout, et construit des toilettes avec l'argent qu'on leur donne. J'ai une ONG qui s'appelle Itoju, qui est au Bénin, qui est top, qui m'envoie des photos avec les gamins, avec l'inauguration des toilettes, des blocs toilettes. Généralement, on construit des blocs toilettes de 6 toilettes. Ouais. Ça coûte entre 3 000 et 5 000 euros à peu près. Et on en fait plusieurs comme ça. J'ai une autre association aussi au Bénin qui est montée par une femme qui est française, qui habite pas loin de chez moi et qui les suit très bien, qui est là 2 fois par an, qui va 2 fois par an et qui construit une école. Donc là, avec l'argent qu'on va leur donner cette année, ils vont construire un bloc toilette. Voilà, on est très proche des ONG qu'on suit. Donc on sait que ça part pas n'importe où. Voilà. Et il y a quand même 80% de l'argent qui part dans les toilettes. C'est pas 10 ou 15% histoire de faire semblant et dire qu'on est caritatif et voilà. Voilà, c'est pas uniquement pour le titre, pour le mot et pour attirer du monde. D'ailleurs, je peux te dire, c'est le samedi 8 novembre au Bois de Boulogne. C'est chez toi. Hervé, il y a des toilettes sur le parcours? Ah oui, oui, il y en a parce qu'on est alors notre partenaire principal, et je les remercie d'autant plus, c'est WC Loc, donc que tout le monde connaît puisque c'est les toilettes mobiles qu'on voit dans les festivals ou dans les chantiers, etc. Ou sur les marathons, ce genre de choses. Ou sur les marathons, voilà, qui a complètement craqué sur notre projet parce que ça correspondait complètement à leur image, qui est notre partenaire, donc qui nous amène 10 blocs toilettes, des urinoirs pour femmes, qui est une nouveauté depuis quelques années, qui est une bonne etc. idée. Donc ça, ils sont au top là-dessus. Mais pour l'anecdote, une année, j'étais en repérage avec un client, un potentiel partenaire au Bois de Boulogne, hors course. C'était une femme, elle cherchait des toilettes, on n'a pas trouvé. Ah mais non, il n'y en a pas. Vous voyez, il n'y a pas qu'en Afrique. Je peux vous le dire, je connais les Bois de Boulogne comme ma poche. C'est vrai, il n'y a pas de toilettes au Bois de Boulogne. Il n'y en a pas. Ouais. Donc nous, pour la course, on en a beaucoup, parce qu'effectivement,
La première année, je sais qu'on n'en avait pas mis assez, donc on s'est fait reprocher tout de suite, bien évidemment, par les réseaux sociaux. On disait, ah oui, faites une course pour les toilettes, il n'y en a pas assez, parce qu'on n'avait pas de partenaire. Puis après, on a eu ce partenaire, donc là, on a genre 15 cabines, plus des urinoirs pour femmes, etc. Donc là, on est pareil. Mais c'est vrai que dans le Bois de Boulogne, il n'y en a pas. Je leur ai dit d'ailleurs une fois, mais vous vous rendez compte, une course pour les toilettes chez vous, il n'y en a même pas. Bon, il y a un point positif, c'est qu'il y a des points d'eau, mais il n'y a pas de toilettes au Bois de Boulogne. C'est vrai, exactement. Bah oui, parce qu'alors il me dit ça pose des problèmes de sécurité par rapport la nuit, la prostitution, les trucs comme ça. Mais bon, je pense que c'est des faux problèmes aussi, ça peut se régler, mais bon. C'est le samedi. Donc quand même en France, on peut être démuni. Exactement, c'est le samedi 8 novembre et allez-y si jamais eh bien, ça vous intéresse de participer à un 10 km ou à un 5 km. Je crois qu'il y a les deux distances d'ailleurs. Voilà, il y a 5 km qui est non chronométré, qui est plutôt famille, bon enfant, c'est les gens courent ou marchent. Voilà, en 5 km. Et après, il y a un 10 km qui est chronométré, qui est référencé par la fédération d'ailleurs. Qui est un très beau parcours à faire, je peux vous le dire. Si on fait le tour du Grand Lac, on redescend au rond-point du Bois de Boulogne, on remonte, vous pouvez aller chercher un bon chrono sur ce type de parcours. Voilà. Et pour peu qu'on ait un beau temps avec les couleurs d'automne, c'est magnifique. Avec le lac à côté et tout, c'est très beau, effectivement. Exactement. Hervé, merci beaucoup d'être venu parler de cette course et de cette belle initiative. Je précise que pour ceux que ça intéresse, on fait gagner quand même 5 dossards aujourd'hui dans RMC Running. Donc n'hésitez pas à aller participer sur Instagram. Mais autre chose, si vous voulez participer et que vous pouvez payer votre dossard, parce que vous l'avez compris, c'est une bonne action, n'hésitez pas. Comme ça, vous aiderez la cause et vous aiderez comme ça à la construction de sanitaires dans les pays en difficulté. Hervé, merci beaucoup, bon courage pour l'organisation. Surtout, merci à vous, RMC Sport, de soutenir notre cause, c'est très sympa. Avec plaisir. Tout le monde ne le fait pas, mais c'est vraiment sympa. Et nous, on le fait avec plaisir et on vous félicite encore une fois de cette belle action. Merci beaucoup d'être venu, à bientôt dans RMC Running. À bientôt, au revoir. Un grand merci au maître Yodu. On a reçu des champions, on a vibré avec Blandine. On a bien débriefé cette diag. Exactement, et on se retrouve rapidement pour d'autres épisodes. Yodu, je t'embrasse. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.